les meilleurs combattants que j'ai vus étaient des gens qui avaient l'intelligence du combat, littéralement. Donc c'est une très grosse forme d'intelligence, c'est-à-dire d'anticipation. Ils voyaient venir le truc, ils ne se laissaient pas leurrer par eux-mêmes. Ils savaient, en regardant la personne, qu'est-ce qu'ils pourraient faire par avance pour l'affaiblir, même psychologiquement. Donc non, c'est très important l'intelligence. Pourquoi? Tu veux la reprendre? File ton portefeuille. T'as autre chose tant qu'on y est, hein? C'est assez technique, d'une part parce qu'il va falloir qu'il manipule l'arme d'une seule main, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser ses deux mains. Il y a une main qui va servir à dévier l'arme de l'adversaire et une autre main qui va lui servir, lui, à récupérer la sienne. Il va faire un tir au jugé à la hanche en tenant encore l'arme de l'adversaire, ce qui implique qu'il ne voit pas forcément la direction de son canon pendant que sa main est à l'avant. Ouais, c'est la rapidité d'exécution qui est assez propre. Voilà, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être fait dans la réalité. Ouais. C'est une belle scène parce que c'est vrai qu'on ne voit pas souvent ça dans les films. De plus en plus maintenant, on va dire que l'application tactique du pistolet à très courte distance commence à venir. C'est vraiment John Wick qui a démocratisé un petit peu tout ça. Mais ce film-là est antérieur à John Wick et c'était déjà une belle prouesse pour l'époque. Et il finit le travail histoire de ne pas laisser de témoins. Bon là, il y a déjà un truc qui peut être marquant et qu'on peut voir là, c'est que si on tient compte un peu de la balistique lésionnelle, c'est vrai qu'une balle, parce que là il tire, à l'évidence il devait tirer du 9 mm, en milieu ouvert avec autant de gens, surtout sur la surface de la jambe, il y a de grandes chances quand même que ça traverse et qu'il y ait d'autres blessés aux alentours que uniquement le policier qu'on voit tomber là. Donc bon, c'est pas très judicieux. Là en l'occurrence, clairement ils n'ont pas pensé à tout ça. Et puis évidemment c'est difficile d'y penser dans ce genre de situation, mais effectivement ouais, là je pense qu'il y aurait eu d'autres blessés aux alentours, clairement. Le laser, en général, il va plutôt être utilisé, enfin, en tout cas dans un milieu comme ça n'a pas un grand intérêt. Si l'objectif c'est de lui faire peur, ça peut être intéressant. Après, moi je ne suis pas un spécialiste de ce type d'utilisation dans la mesure où ça s'adresserait plus à des groupes d'intervention. Et effectivement, je sais qu'ils utilisent des lasers, mais au moment où le laser arrive sur la cible, ils l'allument au moment où ils arrivent dessus, ce qui leur permet de ne pas avoir à viser puisque le laser est déjà dessus. Mais le laser ne reste pas allumé en permanence parce que, mettons que la personne soit cachée dans un angle ou quoi, il voit un faisceau de laser passer à côté, et il sait exactement en remontant à la source du laser où est l'opérateur. Donc pour l'effet de surprise, c'est un peu raté. Ouais. Bon, là, en fait, c'est une scène qui est intéressante sur certains aspects et un peu moins sur d'autres. Bon, j'en reviens toujours au même truc, c'est que ça fait juste 10 minutes que tout le monde est en train de courir et la salle ne se vide toujours pas. À la fin, il devrait rester juste le tueur et les cibles éventuelles et ses gardes du corps. Là, ce qu'on voit, c'est que ça crie, ça crie, ça crie. C'est le même cri en plus qui passe en boucle. Et les gens sont toujours là. Donc bon, il devrait y avoir beaucoup de victimes collatérales autour de tout ça. Parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de tirer avec des gens derrière. Il double les tirs, il triple les tirs, donc là on voit bon, clairement il risquerait d'avoir pas mal de blessés autour. Après en ce qui concerne les manips, bon, effectivement toute la partie où il est bloqué par les deux gardes du corps et qu'il décide de passer en backup avec son couteau, c'est une bonne chose. Effectivement le couteau c'est un bon backup du pistolet dans ce genre de cas. Et de rapidement réaccéder à son arme, il y en a un qui tire au pistolet mitrailleur vers lui, il a eu le temps de se décaler. C'est pareil, tout ce qui va taper sur un sol dur comme ça va rebondir dans tous les sens. Donc il y a de grandes chances que même ils prennent des éclats du blindage de la munition sur lui. Moi j'aime pas trop avoir les deux genoux levés si je tirerais allongé par exemple, pour la simple et bonne raison que si je commence à suivre un objectif, le risque c'est que mon canon passe devant mon genou. Et des fois, même on le voit à l'entraînement, hein, les couverts qui sont utilisés, qui sont des surfaces en bois où on apprend à tirer depuis un couvert, souvent le bord il est un peu mangé. Voilà, si c'était un genou, ça aurait pas fait le même effet. Donc il y a d'autres manières, soit de lever qu'un seul genou et d'allonger une jambe, soit éventuellement d'allonger les deux jambes au moment du tir. Ça c'est de la technique pure on va dire. Et puis non, ces positions sont bonnes.
Quand on regarde, on sent qu'il a bien travaillé son personnage. Il fait 2 tirs, il change de position, il refait 2 tirs. Non, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce film de toute façon. Ah, Tyler Rake, putain ce film. Cette scène, elle est incroyable. Ok, bon. Déjà, j'aime beaucoup l'arme qu'il utilise. C'est intéressant de voir, il a un carambite, donc c'est un peu à la mode. Moi, ça fait presque 20 ans que j'utilise ça. C'est une arme qui est sud-est asiate, donc on retrouve dans les arts martiaux du sud-est de l'Asie. C'est en gros une arme, c'est un couteau qui ressemble à une petite serpette inversée avec une bague qui permet de maintenir le couteau au niveau de l'index. Donc c'est très difficile à enlever de la main. C'est une utilisation, c'est une griffe. C'est une griffe mais qu'on tient la plupart du temps vers le bas et non pas vers le haut. Ça a une balistique lésionnelle absolument dégueulasse. C'est-à-dire que ça fonctionne vraiment comme une grosse griffe. C'est-à-dire qu'il va y avoir la pointe qui va entamer les chairs et le reste qui va se contenter de couper très proprement. Donc ça coupe vraiment très très bien. Très efficace à très courte portée, on peut le voir. Voilà, donc le type n'a pas eu trop le temps de comprendre ce qui se passe. On va regarder la suite. Donc là, on voit une scène d'utilisation, encore une fois, de l'arme de poing à très courte portée. C'est bien chorégraphié. Ce qui est intéressant de regarder surtout, c'est que le héros, là en l'occurrence, garde l'avantage en utilisant son arme de poing. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à frapper pour frapper avec ses poings, alors que là, en l'occurrence, il a beaucoup plus de facilité à utiliser son arme. Ça lui permet de, entre parenthèses, frapper plus fort que s'il était à main nue. Donc ça, c'est un peu un principe de toute façon en self-défense de manière générale, c'est qu'on va chercher à armer la main le plus tôt possible. Si on peut éviter de frapper à main nue, je vois pas trop l'intérêt si c'est pour, 1, se bousiller les mains, 2, les types ont des visières, des casques, ils ont de l'équipement, donc ils vont forcément être un peu moins sensibles au coup. Le seul inconvénient qu'on peut retrouver à ça, c'est que dans le fouillis de tout ça, une arme de poing étant un système semi-automatique, il y a un système de recyclage. C'est-à-dire une munition est éjectée et une autre est remise dedans. Il suffit que le canon, que la chambre ou que la glissière, la culasse, soit obstruée à ce moment-là ou qu'elle n'ait pas la possibilité de reculer complètement en arrière pour créer un défaut de cyclage. Donc ça crée un incident de tir et là on peut se retrouver avec une arme qui est plus fonctionnelle, en tout cas dans l'instant, qui va nécessiter une réaction qu'on appelle un tap-rack. Qui consiste à taper le chargeur pour être sûr qu'il soit bien remis et à cycler manuellement pour éjecter l'étui vide ou la cartouche qui n'a pas pu sortir, voilà, pour remettre l'arme en état en fait. Ça serait difficile de faire mieux à l'arme de poing à courte distance. Et en plus, se place la situation qu'on vient d'aborder, en l'occurrence qu'à un moment donné, il tire et un des mecs était en train de tenir l'arme. Donc il a un problème de cyclage, du coup il est obligé de frapper avec l'arme. Il frappe avec l'arme parce que l'arme est plus fonctionnelle. Il y a aussi un autre truc, c'est, je vais pas compter les cartouches, mais il tire beaucoup. Donc à un moment donné, il faudra aussi changer de chargeur. Donc ça c'est souvent comme ça dans les films. Bon, il y a un truc aussi que j'aime bien dans les scènes qu'on voit là, c'est que le héros, là, en l'occurrence, il est quand même grand. C'est une bonne marmule, quoi. Et là, on peut le voir sur les scènes de combat, il les désintègre, il est brutal avec eux, il les jette, il les soulève à une main, il les jette contre le mur. Et ça, en fait, quelqu'un qui est vraiment fort physiquement, c'est compliqué à gérer. Là, on voit en plus l'écart de gabarit, il est très grand. Puis c'est Thor, quoi. Faut pas l'oublier. Did you see the scopes that we're using? They weren't hunters, LT. They were sweepers. You're gonna have to come inside. Bon, là on est sur la scène maître-élève, le combat.
Donc le fait de le prendre un peu en traître comme il vient de le faire, c'est intéressant. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est sur l'étui qu'il porte à l'arrière. Donc moi j'aime bien le fait de le porter comme ça dans le dos, sur l'équipement. Ça ne le rend pas accessible à l'adversaire devant, donc ça c'est une chose qui est assez intéressante et pas visible non plus forcément. Par contre là on voit une espèce une pochette en cuir dans lequel il est dedans, donc très pratique pour le sortir vite. Par contre il n'y a aucune rétention, ce qui veut dire que un peu de chahut du mauvais côté, bah là le couteau tombe et il le perd. Donc là aussi c'est intéressant, objet de fortune, il est pris au dépourvu, il attrape ce qu'il trouve autour et comme je disais, la main doit être armée le plus vite possible. On est sur une situation où il y a une personne en face qui a une arme blanche, qui à mes yeux est à mon avis l'arme la plus redoutable. C'est-à-dire que même à cette distance-là, avec une arme de poing, ce serait extrêmement compliqué à gérer. Là, clairement, le type en plus sait l'utiliser. La seule chose qu'il puisse faire, c'est armer sa main le plus vite possible et utiliser des objets de circonstance pour pouvoir se défendre. La lame en elle-même, il aura beaucoup de mal à la gérer. C'est un gros couteau en plus. Donc non, c'est intéressant de voir que tout en reculant, il cherche une solution, il ramasse un objet et il le frappe avec. J'aime beaucoup cette scène parce que, mine de rien, elle est plus technique qu'on ne l'imagine. Ça a l'air un peu bourrin, mais les deux ont complètement verrouillé la situation. Et c'est à celui qui va tirer son épingle du jeu, en gros, qui va pouvoir justement récupérer la lame ou la sortir complètement du combat pour survivre. Parce que là, en fait, il y a un enjeu de mort. C'est pas une bagarre rituelle, c'est pas un échange viril, c'est deux personnes qui n'ont pas envie de mourir. Et ça ressemble beaucoup plus à ce qui pourrait se retrouver dans ce genre de situation-là. On a quand même deux techniciens. Il y a une différence d'âge, on le voit hein, sur le comportement même de Tommy Lee Jones. Il joue un petit peu sur ce que lui peut faire. On voit que Benicio del Toro est plus vif, clairement, mais il y a l'expérience. Donc là c'est intéressant parce qu'on en revient un peu à ce qu'on disait, ils ont un gabarit plus ou moins égal, mais par contre là il y a l'expérience et la technique qui vont jouer. Et on voit qu'il s'épuise un peu, comme toujours. Là, on est sur la fin, on le sent. Dans les prochaines secondes, on va voir qui va prendre plus ou moins l'avantage. Donc, il y en a un qui fera une erreur ou l'autre pas, et puis on va voir ce que ça donne. Ouf. Donc voilà, les fameuses dernières secondes. Intéressant de voir que les deux sont obnubilés par le couteau. On voit que quand même Benicio del Toro est un peu plus lucide sur la situation. Puisqu'en fait, au moment de courir vers le couteau, il a choisi plutôt d'empêcher l'autre de l'avoir plutôt que de lui se jeter sur le couteau. Et on a vu ce que ça a donné. L'autre est tombé, il s'est fracturé la tête là, sur une bûche. Donc à mon avis, la suite va être compliquée pour lui. Mais il ne sentira rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, bon, il prend sa garde de boxe à l'ancienne. Il y a une vraie différence de gabarit, donc il va falloir qu'il y ait une énorme compensation technique. Le personnage de Sherlock Holmes est assez intéressant de toute façon parce que c'est quelqu'un qui est très perspicace, qui perçoit beaucoup de choses que les autres ne perçoivent pas. Et effectivement, c'est une bonne application en combat. Quand on garde sa lucidité, on arrive à percevoir pas mal de choses. Et puis, avec un peu d'anticipation et de sang-froid, on peut arriver à faire des trucs pas mal. Donc on va voir ce que ça donne sur ce gros boxeur en face de lui. De toute façon, la confrontation physique, quelle qu'elle soit, de deux êtres humains, c'est dans la tête. De vouloir se battre avec quelqu'un, c'est déjà pas un comportement commun. Si on imagine une personne extrêmement déterminée, on peut se rendre compte qu'effectivement, peu importe le gabarit qu'il peut avoir, si il n'a pas les mêmes freins que la personne en face de lui, il a déjà gagné en fait. C'est le plus motivé qui l'emporte, c'est la détermination qui l'emporte systématiquement. Évidemment, l'aspect technique est important, mais quelqu'un d'extrêmement technique face à quelqu'un de pas du tout technique, mais extrêmement déterminé, perdra systématiquement. Et les meilleurs combattants que j'ai vus étaient des gens qui avaient l'intelligence du combat, littéralement.
Donc c'est une très grosse forme d'intelligence, c'est-à-dire d'anticipation. Ils voyaient venir le truc, ils ne se laissaient pas leurrer par eux-mêmes. Ils savaient en regardant la personne qu'est-ce qu'ils pourraient faire par avance pour l'affaiblir, même psychologiquement. Donc non, c'est très important l'intelligence. Bon, depuis le début, en fait, on se rend compte que, au-delà du fait qu'il n'est pas totalement sobre, il se fout sur la gueule pour se faire plaisir, voire se flageoler un petit peu de sa vie et plein de choses. Ça va avec le personnage très torturé de Sherlock Holmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la seconde où il a choisi que ça devait s'arrêter, il veut arrêter. Et là, on voit le mec qui lui dit, en gros, ça s'arrête pas, tu restes là, on n'en a pas fini. Donc là, tout de suite, il switch. On en revient à ce fameux switch. Et là, il bascule dans la détermination pour se débarrasser de ça le plus vite possible pour pouvoir retrouver son ami là. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Dazed, he'll attempt wild haymaker. Employ elbow block. And body shot. Ok, donc ça va un peu loin dans l'anticipation, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que même sans aller jusqu'à un état modifié de conscience, on peut définir qu'effectivement même un boxeur a une bonne lecture. Et moi j'ai des souvenirs de mon prof qui me forçait à regarder des combats et d'essayer de chercher les défauts, en tout cas les appels ou les petites choses. C'est un peu comme une lecture au poker, quoi. Donc là par exemple, il sait très bien que quand le mec panique, première chose qu'il fait c'est d'envoyer un jab avec le poing avant. Il a déjà anticipé son truc, que ça va générer une succession de choses. Les frappes et ce qu'il compte en faire, elles sont assez réalistes. Hein. De venir frapper, il frappe au foie à un moment donné, sur les oreilles, ce qui va endommager notamment l'oreille interne. Tout ça, c'est assez réaliste. Le mettre bout à bout comme ça, je n'irai pas jusque là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on le fait sans même y penser. Il peut y avoir une petite anticipation sur le premier coup, mais très rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est que l'impression de ralenti qu'il y a là, elle se manifeste en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie réflexion. Le corps interagit directement avec la situation et il lit, et en temps réel, il fait un feedback et il nous autorise à faire une succession de choses qui, vues de l'extérieur, paraissent assez rapides, vues de l'intérieur, paraissent extrêmement lentes, comme si on avait un peu cette lisibilité linéaire. Mais il n'y a pas une vraie réflexion. J'ai fait l'expérience 2 fois d'une réflexion, c'est-à-dire de me dire là, il faut que tu te bouges parce que quand il va se relever, il va faire ça. Mais c'était dans des moments de calme, quand ça démarre, c'est-à-dire juste après ou juste avant. Mais une fois que c'est démarré, on ne pense plus tout à fait à toutes ces choses-là successivement, quoi. My advantage, his rage. Incoming assault. Feral, but experienced. Use his momentum to counter. Ce qui est intéressant là, c'est que on a 2 profils assez similaires. C'est-à-dire 2 génies de l'anticipation et du calcul. C'est intéressant de voir que chacun va faire ses petits calculs sur la stratégie de l'autre. En fait, ils sont en train de faire une partie d'échecs virtuelle, comme 2 virtuoses. C'est-à-dire je vais faire ça, échec en machin, et l'autre qui dit non, pas échec en un, parce que ça, tu peux faire ça. Alors, si on ramène ça au monde, encore une fois, du combat, c'est quelque chose qui a déjà été étudié, notamment chez les sabreurs du Japon féodal, hein, qui vulgairement faisaient des bastons de ki. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, c'est 2 personnes qui sont dans une garde, ils savent que quand un va démarrer, il va y avoir un coup de sabre, donc il va y avoir une blessure potentiellement létale. Ce qui fait que l'enjeu étant tellement important, puisque l'enjeu c'est la mort, ils se lancent des micro-attaques sans les faire vraiment. C'est-à-dire que le cerveau adverse va capter un langage corporel qui dit là je vais rentrer, non. Et en fait, ils sont en train déjà de combattre avant même que ça soit démarré en fait. Et là en fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a 2 génies de l'anticipation qui sont en train de faire une partie d'échecs virtuelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on regarde le sol, ça a été fait un peu pour ça aussi. On est sur un damier exprès. Et donc en fait, c'est une partie qui est en train de se dérouler avant même de commencer. Et d'ailleurs, c'est ça qui va être intéressant, sur le dénouement de cette partie. Sherlock Holmes comprend qu'il ne va pas pouvoir se le faire et que c'est mort en fait. Et donc du coup, il bascule dans une autre forme de détermination où il squeeze complètement le game en fait.
en disant bah, dans ces cas-là, je vais mourir avec lui. Souvent, en fait, les deux personnes sont dans une idée très rituelle du combat et il suffit qu'il y en ait un qui sorte complètement de ce rituel-là avec une détermination que l'autre ne pouvait pas attendre en fait, en faisant quelque chose d'absolument fou ou complètement inattendu et bah, ça risque de paralyser les autres mais aussi lui, c'est-à-dire que le mec va se rendre compte que finalement il n'est pas apte et il n'est pas prêt à gérer toute cette violence ou ce déchaînement en fait. Et là c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il a en face de lui un mec qui est prêt à tout gérer, qui est au même niveau que lui, voire supérieur, puisqu'ils sont sûrement tous les deux plus ou moins intelligents, mais il y en a un qui a un peu plus d'expérience que lui, on va dire, qui est Moriarty. Et la seule manière que Sherlock a pour le surprendre, c'est de faire un truc complètement inattendu, en tout cas pour l'autre, c'est-à-dire bah, je pars avec toi. C'était Michael Illouz sur JQ.